Let me write the complete French script for you. Here's why Alcubierre drive makes faster than light possible. Documentary for sleep. Imaginez un instant que vous vous trouviez sur le pont d'un vaisseau spatial, regardant par le hublot les étoiles qui défilent comme des traînées de lumière. Vous êtes en route vers Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche de notre Soleil. Et pourtant, vous n'allez mettre que quelques semaines pour y arriver. Comment est-ce possible alors que la lumière elle-même met plus de 4 ans à parcourir cette distance? Bienvenue dans l'univers fascinant du moteur d'Alcubierre, une théorie scientifique qui pourrait un jour transformer la science-fiction en réalité. Ce soir, installez-vous confortablement. Laissez votre corps se détendre et votre esprit s'ouvrir aux merveilles de l'univers. Nous allons entreprendre ensemble un voyage extraordinaire à travers les confins de la physique théorique, explorer les mystères de l'espace-temps et découvrir comment un physicien mexicain a peut-être trouvé la clé pour ouvrir les portes des étoiles. Cette exploration sera douce, méditative, parfaite pour accompagner vos rêves vers des horizons cosmiques. Avant de plonger dans les profondeurs de cette incroyable théorie, prenez un moment pour respirer profondément. Sentez votre corps s'enfoncer dans le confort de votre lit ou de votre canapé. Les étoiles attendent et nous avons tout le temps de l'univers pour les rejoindre si ce voyage vous plaît. Et n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations cosmiques. Et maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui a commencé il y a des milliards d'années, quand les premières étoiles ont illuminé le vide obscur du cosmos. L'univers est incroyablement vaste. Tellement vaste que notre cerveau humain peine à en concevoir les dimensions. Quand vous regardez le ciel nocturne, chaque point lumineux que vous voyez est un soleil, parfois entouré de planètes, peut-être même de mondes habités par des êtres qui, eux aussi, regardent vers les étoiles en se demandant s'ils sont seuls. Là, l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri, se trouve à environ 4 années-lumière de distance. Cela signifie que la lumière, voyageant à la vitesse vertigineuse de 300 000 km par seconde, met plus de 4 années pour parcourir cette distance. Si vous pouviez marcher jusqu'à cette étoile, il vous faudrait environ 225 millions d'années pour y arriver. La sonde Voyager 1, lancée en 1977 et qui voyage à travers l'espace depuis près de 50 ans maintenant, n'a parcouru qu'environ 0,06% de la distance nous séparant de Proxima Centauri. Ces chiffres sont vertigineux, presque décourageants. Ils semblent nous condamner à rester prisonniers de notre petit coin de galaxie, incapables d'atteindre les innombrables mondes qui peuplent le cosmos. Pendant plus d'1 siècle, les physiciens nous ont dit que c'était notre destin inéluctable et que les lois de la physique nous interdisaient formellement de voyager plus vite que la lumière. Albert Einstein, le plus grand génie scientifique du XXe siècle, avait établi cette limite avec sa théorie de la relativité restreinte en 1905. Rien, absolument rien, ne pouvait dépasser cette vitesse cosmique ultime. C'était la loi suprême de l'univers, aussi immuable que les mathématiques qui la soutenaient. Et pourtant, l'univers adore les surprises. Il adore cacher des secrets dans les plis de ses équations, des failles dans ce qui semblait être des murs infranchissables. Car voyez-vous, Einstein lui-même, sans le savoir peut-être, avait laissé une porte entr'ouverte, une échappatoire subtile, élégante,
presque poétique dans sa simplicité. Cette porte, personne ne l'avait vraiment remarquée pendant près d'un siècle. Oui, jusqu'à ce qu'un jeune physicien mexicain fan de Star Trek décide de regarder les équations d'Einstein sous un angle nouveau. Mais avant d'arriver à cette révélation, nous devons comprendre pourquoi la vitesse de la lumière est considérée comme une limite infranchissable. Nous devons plonger dans l'univers d'Einstein, comprendre sa vision révolutionnaire de l'espace et du temps, et saisir pourquoi ces découvertes semblaient condamner l'humanité à rester confinée dans son système solaire pour l'éternité. Respirez profondément, laissez-vous porter par le rythme apaisant de cette histoire, et ensemble, explorons les mystères de la relativité. En 1905, Albert Einstein était un jeune employé du bureau des brevets de Berne, en Suisse. À seulement 26 ans, et il allait publier une série d'articles qui allaient transformer notre compréhension de l'univers de manière irréversible. L'un de ces articles présentait sa théorie de la relativité restreinte, une idée si audacieuse, si contraire à notre intuition quotidienne, qu'elle allait choquer le monde scientifique. Au cœur de cette théorie se trouve un postulat apparemment simple, mais aux conséquences extraordinaires. La vitesse de la lumière dans le vide est constante pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse de déplacement. Cela peut sembler anodin, mais réfléchissez-y un instant. Si vous êtes dans un train qui roule à 100 km à l'heure et que vous lancez une balle vers l'avant à 20 km à l'heure, un observateur sur le quai verra la balle se déplacer à 120 km à l'heure. Les vitesses s'additionnent, c'est logique, c'est intuitif. Mais la lumière ne fonctionne pas ainsi. Si vous êtes dans ce même train et que vous allumez une lampe torche vers l'avant, l'observateur sur le quai mesurera exactement la même vitesse pour cette lumière que vous à l'intérieur du train. La vitesse de la lumière ne change jamais, ne s'additionne jamais avec celle de sa source. Elle reste obstinément fixée à exactement 299 792 458 mètres par seconde. Pour préserver cette constance de la vitesse de la lumière, quelque chose d'autre devait céder. Et ce qui cède, c'est notre conception de l'espace et du temps. Einstein a montré que le temps lui-même se dilate lorsqu'on se déplace à grande vitesse. Les distances se contractent. Ce qui nous paraissait absolu et immuable, les tics réguliers d'une horloge, les mètres d'une règle, devient relatif, dépendant de la vitesse de l'observateur. Imaginez deux jumeaux identiques. L'un reste sur Terre, l'autre part dans un vaisseau spatial voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, vers une étoile lointaine, puis revient. Quand le voyageur revient, il découvre qu'il a à peine vieilli de quelques années, tandis que son frère jumeau est devenu un vieillard. Le temps s'est écoulé différemment pour chacun d'eux. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique vérifiée des milliers de fois par des expériences de précision. Les horloges atomiques à bord des satellites GPS doivent être constamment ajustées pour compenser ces effets relativistes, sinon notre système de navigation serait complètement faux. Mais la dilatation du temps n'est pas le seul effet étrange de la relativité restreinte. Einstein a également découvert que la masse d'un objet augmente lorsqu'il se déplace plus vite. Plus vous accélérez, plus vous devenez massif. À mesure que vous vous approchez de la vitesse de la lumière, votre masse augmente de façon exponentielle. Elle tend vers l'infini
lorsque vous atteignez la vitesse de la lumière. Et comme la force nécessaire pour accélérer un objet dépend de sa masse, il faudrait une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. C'est mathématiquement et physiquement impossible. C'est pourquoi les physiciens ont longtemps considéré le voyage interstellaire comme un rêve irréalisable. Non pas à cause de limitations technologiques que nous pourrions surmonter un jour, mais à cause des lois fondamentales de la physique elle-même. La vitesse de la lumière était une prison cosmique et nous étions condamnés à y rester pour l'éternité. Pendant un siècle, cette vision a dominé la physique. Les scientifiques ont accepté, avec une certaine résignation, que l'humanité ne pourrait jamais visiter les étoiles. Oh, bien sûr, nous pourrions envoyer des sondes robotiques qui mettraient des millénaires à atteindre les systèmes stellaires voisins. Nous pourrions construire des vaisseaux générationnels, d'immenses arches spatiales, où des générations entières vivraient et mourraient pendant le long voyage. Mais le voyage superluminique, cette idée séduisante des films et des romans de science-fiction, semblait définitivement hors de portée. Et puis, 10 ans après qu'Einstein ait établi les barreaux de notre prison cosmique, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a publié sa théorie de la relativité générale, un travail encore plus audacieux qui allait révolutionner notre compréhension de la gravité et, sans que personne ne le réalise à l'époque, ouvrir une porte secrète vers les étoiles. La relativité générale est, d'une certaine manière, une histoire d'amour entre la matière et l'espace-temps. Einstein y démontre que la gravité n'est pas une force mystérieuse qui tire les objets les uns vers les autres, comme Newton l'avait imaginé. Non, la gravité est une conséquence de la courbure de l'espace-temps lui-même. Les objets massifs, comme le Soleil ou la Terre, déforment le tissu de l'espace-temps autour d'eux, en créant des creux dans lesquels les autres objets tombent naturellement. Imaginez une grande toile élastique, tendue horizontalement. Si vous posez une boule de bowling au centre, elle crée une dépression. Une bille lancée sur cette toile ne suivra pas une ligne droite. Elle sera déviée vers la boule de bowling, non pas parce qu'une force mystérieuse l'attire, mais simplement parce que la forme de la toile elle-même l'y conduit. C'est exactement ainsi que fonctionne la gravité, selon Einstein. Les planètes ne tombent pas vers le Soleil parce qu'il les attire, elles suivent simplement les courbes de l'espace-temps que la masse du Soleil a créées. Cette vision de l'univers est incroyablement belle et élégante. Elle a permis d'expliquer des phénomènes mystérieux que la physique newtonienne ne pouvait pas résoudre, comme la légère précession de l'orbite de Mercure. Elle a prédit l'existence des trous noirs, des régions où l'espace-temps est si courbé que même la lumière ne peut s'en échapper. Elle a même prédit les ondes gravitationnelles, ces frémissements de l'espace-temps que nous avons finalement détectés en 2015, un siècle après qu'Einstein les ait imaginés. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est une autre conséquence de la relativité générale, une conséquence que presque personne n'avait remarquée pendant des décennies. Vous voyez, la relativité restreinte dit que rien ne peut se déplacer à travers l'espace plus vite que la lumière. Mais la relativité générale dit quelque chose de différent sur l'espace lui-même. Elle dit que l'espace peut être étiré, compressé, tordu, déformé. Et voici la clé. L'espace lui-même n'a pas de limite de vitesse. Relisez cette phrase et laissez-la résonner dans votre esprit. L'espace lui-même n'a pas de limite de vitesse. L'expansion de l'univers
nous le prouve chaque jour. Des galaxies, situées aux confins de l'univers observable, s'éloignent de nous à des vitesses apparentes bien supérieures à celles de la lumière. Non pas parce qu'elles se déplacent à travers l'espace plus vite que la lumière, ce qui serait impossible, mais parce que l'espace entre elles et nous s'étire plus vite que la lumière ne peut le parcourir. La lumière qu'elles émettent aujourd'hui ne nous atteindra jamais, car l'espace entre nous s'agrandit plus vite qu'elle ne peut le traverser. C'est une distinction subtile mais cruciale. Vous ne pouvez pas voyager à travers l'espace plus vite que la lumière. Mais l'espace lui-même peut bouger aussi vite qu'il le veut. C'est comme la différence entre nager dans un fleuve et être emporté par le courant. Même si vous êtes un nageur olympique, vous ne pouvez pas dépasser une certaine vitesse dans l'eau. Mais si le fleuve lui-même se déplace, si vous surfez sur une vague gigantesque, vous pouvez aller beaucoup plus vite que votre vitesse de nage maximale. Pendant des décennies, cette observation est restée une curiosité cosmologique, un fait intéressant sur l'expansion de l'univers, mais sans application pratique imaginable. Comment pourrait-on manipuler l'espace-temps lui-même? Comment pourrait-on créer une vague d'espace pour surfer vers les étoiles? L'idée semblait encore plus folle que le voyage superluminique lui-même. Et puis vint Miguel Alcubierre. Installez-vous encore plus confortablement. Nous arrivons maintenant au cœur de notre histoire, à ce moment où tout a basculé, où l'impossible est soudainement devenu envisageable. Respirez lentement, profondément, et laissez-moi vous raconter comment un jeune physicien mexicain, inspiré par une série télévisée de science-fiction, a peut-être découvert la clé du voyage interstellaire. Miguel Alcubierre, Moya, est né le 28 mars 1964 à Mexico. Dès son plus jeune âge, il a été fasciné par les mystères de l'univers. Il a étudié la physique à l'Université nationale autonome du Mexique avant de partir pour Cardiff, au Royaume-Uni, pour poursuivre ses études doctorales en relativité générale. Comme beaucoup de scientifiques de sa génération, il était également un grand fan de Star Trek, cette série télévisée qui a inspiré des millions de personnes à rêver des étoiles. Dans Star Trek, les vaisseaux de la Fédération utilisent un moteur à distorsion pour voyager plus vite que la lumière. La série ne donne jamais vraiment d'explications détaillées sur le fonctionnement de ce moteur. Il crée simplement une bulle de distorsion autour du vaisseau, et hop, le voilà qui file à travers la galaxie. C'est de la pure science-fiction bien sûr, un artifice narratif pour permettre aux personnages de visiter différentes planètes chaque semaine. Mais Alcubierre, avec son esprit de physicien, s'est posé une question que personne n'avait vraiment prise au sérieux auparavant. Et si c'était réellement possible? Non pas en violant les lois de la physique, mais en les utilisant de manière créative. Les équations d'Einstein décrivent comment la matière et l'énergie courbent l'espace-temps. Donc ces équations ne disent pas seulement comment l'espace-temps se courbe naturellement autour des étoiles et des planètes. Elles décrivent toutes les courbures possibles de l'espace-temps. Alors, se demanda Alcubierre, existe-t-il une configuration de l'espace-temps qui permettrait à un vaisseau de voyager effectivement plus vite que la lumière, sans jamais enfreindre la limite de vitesse locale? La réponse, publiée en 1994 dans la prestigieuse revue Classical on Quantum Gravity, allait ébranler le monde de la physique théorique. L'article s'intitulait simplement « The Warp Drive » Hyperfast Travel Within General Relativity,
le moteur à distorsion, voyage hyper rapide dans le cadre de la relativité générale. Dans ce court mais révolutionnaire document, A. Alcubierre présentait une solution mathématique aux équations d'Einstein qui semblait permettre le voyage superluminique. L'idée est d'une élégance extraordinaire. Au lieu d'essayer de propulser un vaisseau à travers l'espace à des vitesses supraluminiques, ce qui est effectivement impossible, pourquoi ne pas déplacer l'espace lui-même autour du vaisseau? Imaginez une bulle d'espace-temps entourant le vaisseau. Devant cette bulle, l'espace se contracte, se compresse. Derrière la bulle, l'espace s'étire, se dilate. Le vaisseau lui-même reste parfaitement immobile à l'intérieur de la bulle, ne violant ainsi jamais la limite de vitesse locale. Mais la bulle elle-même, avec le vaisseau à l'intérieur, peut se déplacer à n'importe quelle vitesse, car il n'y a pas de limite à la vitesse à laquelle l'espace peut se déformer. Laissez cette idée s'installer doucement dans votre esprit. Elle est à la fois simple et profonde. Vous ne brisez pas les lois de la physique, vous les contournez avec élégance. C'est comme si vous aviez découvert que si vous ne pouvez pas courir plus vite qu'un certain maximum, vous pouvez en revanche rouler le tapis roulant sous vos pieds pour arriver plus vite à destination tout en marchant tranquillement. Pour mieux comprendre, imaginons une fourmi sur un élastique. La fourmi ne peut ramper qu'à une vitesse maximale, disons 1 centimètre par seconde. Si l'élastique mesure 1 mètre, il lui faudra 100 secondes pour le parcourir. Mais maintenant, imaginez que quelqu'un tire sur l'élastique derrière la fourmi, tout en le compressant devant elle. L'élastique lui-même se déforme. Et la fourmi se retrouve à l'autre bout beaucoup plus rapidement, même si elle continue de ramper à sa vitesse normale. Pour un observateur extérieur, la fourmi semble avoir parcouru la distance beaucoup plus vite qu'il ne lui était possible. Mais la fourmi elle-même n'a jamais dépassé sa vitesse limite de rampage. C'est exactement ce que propose le moteur d'Alcubierre. Le vaisseau est la fourmi. L'espace-temps est l'élastique. En manipulant l'espace-temps lui-même, en le contractant devant le vaisseau et en l'étirant derrière, vous pouvez faire voyager le vaisseau effectivement plus vite que la lumière sans jamais violer les lois de la relativité. L'article d'Alcubierre a été comme un coup de tonnerre dans la communauté scientifique. Pour la première fois, quelqu'un avait proposé un mécanisme de voyage superluminique qui ne violait pas les équations d'Einstein, mais qui au contraire en découlait naturellement. Ce n'était plus de la science-fiction pure, c'était de la physique théorique sérieuse. Bien sûr, cela ne signifiait pas que nous pourrions construire un tel moteur demain. Il y avait d'énormes obstacles pratiques à surmonter, mais la porte était ouverte. Pour la première fois, le voyage interstellaire n'était plus une impossibilité physique, mais un défi d'ingénierie, aussi colossal soit-il. Si vous êtes toujours avec moi dans ce voyage nocturne, à travers les merveilles de la physique, prenez un moment pour apprécier l'énormité de cette révélation. Pendant près d'un siècle, nous avions cru que les étoiles nous étaient à jamais interdites. Et voilà qu'un physicien avait trouvé une faille dans notre prison cosmique, une échappatoire cachée dans les équations mêmes qui semblaient nous condamner. C'est le genre de découverte qui change tout, qui transforme notre vision de l'avenir de l'humanité et de notre place dans l'univers. Si cette histoire vous fascine autant qu'elle me fascine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos documentaires cosmiques. Et maintenant, plongeons plus profondément dans les détails du moteur d'Alcubierre.
Comment fonctionne-t-il exactement? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette bulle de distorsion? Et surtout, quels sont les défis qui nous séparent encore de sa réalisation? Pénétrons maintenant dans les détails fascinants du fonctionnement du moteur d'Alcubierre. C'est ici que la physique devient vraiment magique, où les équations d'Einstein révèlent des possibilités que même leur créateur n'avait probablement pas imaginées. Commençons par visualiser l'espace-temps lui-même. Dans notre expérience quotidienne, l'espace nous semble plat, uniforme, immuable. Nous nous déplaçons à travers lui sans même y penser, comme des poissons nageant dans l'eau sans avoir conscience du médium qui les entoure. Mais Einstein nous a révélé que l'espace-temps est bien plus dynamique que cela. C'est un tissu flexible, élastique, qui peut être étiré, compressé et courbé par la présence de masse et d'énergie. Quand un objet massif, comme une étoile, est présent, il crée un puits dans le tissu de l'espace-temps. Les objets à proximité sont naturellement attirés vers ce puits, non pas par une force mystérieuse, mais simplement en suivant la géométrie courbe de l'espace autour de l'étoile. C'est ce que nous appelons la gravité. Plus l'objet est massif, plus le puits est profond. Un trou noir représente l'extrême de cette logique, un puits si profond que même la lumière ne peut s'en échapper. Le moteur d'Alcubierre propose de créer une déformation très particulière de l'espace-temps. Imaginez une bulle, une région sphérique de l'espace. À l'intérieur de cette bulle, l'espace-temps reste parfaitement plat, normal, exactement comme celui que nous expérimentons tous les jours. Mais aux parois de cette bulle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Devant la bulle, dans la direction où vous voulez voyager, l'espace-temps est compressé. Les distances entre les points de l'espace sont réduites. Et comme si vous preniez une carte et que vous la froissez pour rapprocher deux villes éloignées. L'espace se contracte, se plie, se compresse jusqu'à devenir infiniment dense à la limite de la bulle. Derrière la bulle, c'est l'effet inverse qui se produit. L'espace-temps s'étire, se dilate, s'expand. Les distances augmentent, comme si vous tiriez sur un élastique. L'espace derrière vous s'éloigne à mesure que vous avancez. Le résultat net de cette double déformation est que la bulle elle-même se déplace à travers l'univers. Non pas parce que quelque chose pousse sur elle, mais parce que la géométrie même de l'espace-temps la propulse. L'espace devant se rapproche, l'espace derrière s'éloigne, et la bulle glisse entre les deux comme un surfeur porté par une vague cosmique. Et voici la beauté suprême de ce concept. À l'intérieur de la bulle, à où se trouve le vaisseau, absolument rien de spécial ne se passe. L'espace-temps reste parfaitement plat, parfaitement normal. Les passagers du vaisseau ne ressentiraient aucune accélération, aucune force. Ils flotteraient en apesanteur, exactement comme s'ils étaient immobiles dans l'espace interstellaire. Les tasses de café sur leur table ne vibreraient pas. Les pendules continueraient de battre normalement. Le temps s'écoulerait au même rythme que sur Terre. C'est radicalement différent de ce qui se passerait si vous essayiez d'accélérer un vaisseau conventionnel à des vitesses relativistes. Dans ce cas, les passagers seraient écrasés par des forces d'accélération colossales. Le temps se dilaterait par rapport aux observateurs restés sur Terre. Toutes sortes d'effets relativistes bizarres se produiraient. Mais dans une bulle d'Alcubierre, rien de tout cela n'arrive. Vous êtes simplement là, tranquille, pendant que l'univers glisse autour de vous. Pensez-y un instant.
Vous pourriez vous lever, préparer un café, regarder par le hublot les étoiles défiler comme des traînées de lumière, et vous seriez parfaitement à l'aise. Pas de combinaison anti-G, pas de suspension cryogénique, pas de dilatation temporelle vous séparant à jamais de vos proches restés sur Terre. Vous partez pour Alpha Centauri, vous passez une semaine agréable en voyage, vous arrivez, vous explorez et vous rentrez. Vos enfants ne sont pas devenus des vieillards pendant votre absence. Le monde que vous avez quitté est essentiellement le même que celui que vous retrouvez. C'est pourquoi le moteur d'Alcubierre est si séduisant. Non si différent de toutes les autres propositions de voyage interstellaire. Il ne se contente pas de rendre le voyage possible, il le rend humainement supportable. Il préserve le lien entre les voyageurs et ceux qu'ils laissent derrière eux. Il permet une véritable civilisation interstellaire, où les nouvelles et les personnes peuvent circuler entre les étoiles à des échelles de temps humaines. Mais bien sûr, vous vous demandez certainement, si c'est si merveilleux, pourquoi n'avons-nous pas encore de vaisseau à moteur d'Alcubierre? La réponse, hélas, est que si la physique du concept est solide, sa réalisation pratique pose des défis qui, pendant longtemps, ont semblé insurmontables. Le premier et le plus redoutable de ces défis est la question de l'énergie. Pour créer cette déformation de l'espace-temps, et pour comprimer l'espace devant la bulle et l'étirer derrière, il faut une quantité d'énergie absolument colossale. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'énergie, il faut un type d'énergie très particulier, un type d'énergie qui n'existe peut-être même pas dans notre univers, de la manière dont nous en aurions besoin. Permettez-moi de vous expliquer. Dans les calculs originaux d'Alcubierre, la déformation de l'espace-temps nécessaire pour créer une bulle de distorsion viable requiert ce qu'on appelle l'énergie négative ou la matière exotique. C'est un concept qui peut sembler absurde de prime abord. Comment l'énergie pourrait-elle être négative? L'énergie n'est-elle pas toujours positive, comme la chaleur d'un feu ou le mouvement d'une balle? En physique classique, effectivement, l'énergie est toujours positive ou nulle. Mais la mécanique quantique, cette théorie étrange et merveilleuse qui gouverne le comportement des particules subatomiques, nous révèle que l'univers est plus subtil que cela. Au niveau quantique, l'espace vide lui-même n'est pas vraiment vide. Il bouillonne de ce qu'on appelle les fluctuations quantiques du vide, des paires de particules virtuelles qui apparaissent brièvement avant de s'annihiler mutuellement. Un phénomène fascinant appelé l'effet Casimir nous montre que cette énergie du vide peut se manifester de manière surprenante. Si vous prenez deux plaques métalliques parfaitement conductrices et que vous les placez très près l'une de l'autre dans le vide, elles s'attireront légèrement. Cette attraction n'est pas due à la gravité ni à l'électromagnétisme classique. Elle est due au fait que les fluctuations quantiques entre les plaques sont différentes de celles à l'extérieur. La pression du vide quantique pousse les plaques l'une vers l'autre. Ce qui est remarquable, c'est que dans la région entre les plaques, la densité d'énergie du vide est légèrement inférieure à celle du vide normal. On peut dire, d'une certaine manière, que l'énergie y est négative par rapport à la référence du vide extérieur. C'est une preuve que l'énergie négative existe bel et bien, au moins dans un certain sens. Cependant, l'énergie négative produite par l'effet Casimir est infinitésimale, presque insignifiante. Pour créer une bulle d'Alcubierre viable, les calculs originaux suggéraient
qu'il faudrait une quantité d'énergie négative équivalente à la masse de Jupiter, convertie entièrement en énergie selon la célèbre équation E égale mc² d'Einstein. Et pas n'importe quelle masse de Jupiter, mais une masse négative, un concept qui semble violer toutes les lois connues de la physique. Les premières estimations étaient encore plus décourageantes. Certains calculs suggéraient qu'il faudrait plus d'énergie que celle contenue dans l'univers observable tout entier. Imaginez cela. Pour voyager vers une étoile voisine, il faudrait disposer de plus d'énergie que celle de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, de tous les trous noirs de l'univers réunis. C'était absurde, impossible, une cruelle plaisanterie cosmique. Pendant des années, ce problème énergétique a semblé condamner le moteur d'Alcubierre au statut de curiosité mathématique, ou d'une solution aux équations d'Einstein sans aucune application pratique concevable. Les physiciens l'étudiaient comme un exercice intellectuel, comme un cas limite intéressant de la relativité générale, mais sans espoir réel de le voir un jour construit. Et puis, progressivement, les choses ont commencé à changer. Des physiciens du monde entier se sont penchés sur le problème, cherchant des moyens d'optimiser la bulle d'Alcubierre, de réduire ses besoins énergétiques faramineux. Et ils ont fait des découvertes surprenantes. En 2012, le physicien Harold White, travaillant au laboratoire Eagle Works de la NASA, a proposé une modification cruciale de la géométrie de la bulle. Au lieu d'une bulle sphérique classique, White suggérait d'utiliser une forme plus optimisée, ressemblant à un beignet ou à une bouée. De plus, au lieu de parois de bulles statiques, il proposait de faire osciller légèrement ces parois à haute fréquence. Ces modifications peuvent sembler mineures, mais leurs effets sur les calculs énergétiques sont spectaculaires. White a montré que ces optimisations pourraient réduire les besoins en énergie négative d'un facteur énorme, passant de la masse de l'univers à quelque chose de l'ordre de la masse de Jupiter, puis à celle d'une sonde voyagée. Certes, c'est encore une quantité colossale d'énergie négative que nous ne savons pas produire, mais la réduction était si dramatique qu'elle a ravivé l'espoir. D'autres physiciens ont continué à explorer des voies d'optimisation. En 2021, Eric Lentz, un physicien travaillant à l'université de Göttingen en Allemagne, aura publié un article révolutionnaire proposant un nouveau type de solution qu'il a appelé les solitons hyperluminiques. Le plus remarquable dans le travail de Lentz était que ces solutions ne nécessitaient pas du tout d'énergie négative. Elles utilisaient uniquement de l'énergie positive, ordinaire, le type d'énergie que nous comprenons et que nous savons manipuler. Cette découverte était stupéfiante. Pour la première fois, depuis qu'Alcubierre avait proposé son concept, quelqu'un avait montré qu'une forme de propulsion par distorsion de l'espace-temps pourrait être possible sans avoir recours à la mystérieuse et probablement inexistante énergie négative. Bien sûr, les quantités d'énergie positive requises restaient astronomiques, mais au moins c'était de l'énergie que l'on pouvait théoriquement imaginer produire un jour. En décembre 2025, une équipe de l'organisation Applied Physics a annoncé une avancée encore plus significative. Ils ont publié un article détaillant un modèle physique complet pour un moteur à distorsion qui respecte toutes les conditions énergétiques connues de la physique. Ce modèle utilise ce qu'ils appellent des bulles flottantes d'espace-temps plutôt que des vaisseaux flottants dans l'espace-temps. Une distinction subtile mais cruciale. L'idée fondamentale est que ces bulles d'espace-temps peuvent se comporter
presque comme elles le veulent, indépendamment des contraintes qui s'appliquent aux objets se déplaçant à travers l'espace. En capitalisant sur cette liberté, les chercheurs ont montré qu'il est possible de construire des solutions qui ne nécessitent pas d'énergie négative et qui restent physiquement réalisables, au moins en principe. Miguel Alcubierre lui-même a exprimé son enthousiasme pour ces nouvelles recherches, validant l'approche prise par ces nouvelles équipes de chercheurs. Quand le père de l'idée originale endosse les développements ultérieurs, c'est un signe que la communauté scientifique prend ces avancées au sérieux. Respirez profondément et laissez ces informations se décanter doucement dans votre esprit. Nous sommes passés d'un concept nécessitant plus d'énergie que l'univers entier à des solutions qui, bien que toujours extrêmement exigeantes, ne violent plus aucune loi connue de la physique. C'est un progrès extraordinaire, un témoignage de l'ingéniosité humaine face aux défis les plus intimidants. Mais l'énergie n'est pas le seul problème que les scientifiques ont dû affronter. Et le moteur d'Alcubierre soulève une constellation de questions et de défis supplémentaires, chacun aussi fascinant que les autres. Explorons ensemble quelques-uns de ces mystères restants, pendant que vous vous enfoncez plus profondément dans le confort de votre repos nocturne. L'un des problèmes les plus intrigants est ce qu'on appelle le problème de l'horizon. Imaginez que vous êtes à l'intérieur de la bulle d'Alcubierre, voyageant à des vitesses supraluminiques vers une étoile lointaine. Vous voulez ralentir, vous voulez arrêter la bulle pour arriver à destination. Mais comment faites-vous cela? Le problème est que l'intérieur de la bulle est causalement déconnecté de sa paroi avant. En termes simples, aucun signal que vous pourriez envoyer de l'intérieur de la bulle ne peut atteindre la paroi avant assez rapidement pour l'affecter. C'est comme être dans une voiture qui roule plus vite que le son, essayant de crier des instructions au conducteur, mais vos cris ne peuvent jamais le rattraper. Diverses solutions ont été proposées à ce problème. L'une d'elles serait de préprogrammer la trajectoire complète de la bulle avant le départ. Le moteur suivrait un itinéraire fixé à l'avance, accélérant, voyageant, puis décélérant automatiquement sans nécessité d'intervention des passagers. Une autre possibilité serait de contrôler la bulle depuis l'extérieur, peut-être par une série de stations relais le long du trajet qui manipulerait la bulle au passage. Un autre problème fascinant concerne ce qui se passe quand on désactive la bulle à l'arrivée. Pendant le voyage, la paroi avant de la bulle accumule des particules et du rayonnement de l'espace interstellaire. Et que ces particules ne peuvent pas pénétrer la bulle, elles s'accumulent sur sa surface extérieure. Quand vous désactivez la bulle à destination, toute cette énergie accumulée est libérée d'un coup, potentiellement sous la forme d'un flash de radiation cataclysmique. Les calculs suggèrent que ce flash pourrait être dévastateur, anéantissant potentiellement tout ce qui se trouve dans la direction de voyage. Imaginez arriver près d'une planète habitée et la bombarder involontairement d'une énergie capable de stériliser toute sa surface. Ce n'est évidemment pas le scénario idéal pour une civilisation interstellaire pacifique. Des solutions à ce problème sont également explorées. On pourrait, par exemple, désactiver la bulle loin de toute destination habitée, puis compléter le voyage en propulsion conventionnelle. On pourrait aussi trouver des moyens de disperser graduellement l'énergie accumulée plutôt que de la libérer d'un coup. Les recherches continuent. Il y a aussi une question philosophique troublante liée au moteur d'Alcubierre.
celle de la causalité et du voyage dans le temps. En physique relativiste, il existe un lien profond entre le voyage supraluminique et le voyage dans le temps. Si vous pouvez voyager plus vite que la lumière, vous pouvez en principe construire des scénarios où vous arrivez à destination avant d'être parti, créant des paradoxes temporels. Le célèbre paradoxe du grand-père illustre ce problème. Si vous pouvez voyager dans le passé, vous pourriez théoriquement empêcher votre propre grand-père de rencontrer votre grand-mère, ce qui signifie que vous ne naîtriez jamais. Geste qui signifie que vous ne pourriez pas voyager dans le passé pour l'empêcher, et ainsi de suite, en un cercle logique sans fin. Certains physiciens pensent que l'existence même de ces paradoxes prouve que le voyage supraluminique est impossible, qu'il doit y avoir une loi de la physique que nous n'avons pas encore découverte qui interdit ce type de voyage. D'autres proposent des solutions plus sophistiquées, comme les univers parallèles ou l'autoconsistance de Novikov, qui suggèrent que seuls les voyages temporels qui ne créent pas de paradoxe sont physiquement possibles. Pour le moteur d'Alcubierre spécifiquement, certains chercheurs ont montré que la bulle elle-même pourrait générer sa propre protection contre les paradoxes causaux. Mais la nature même de la distorsion de l'espace-temps pourrait empêcher les situations paradoxales de se produire. Mais c'est un domaine de recherche active et aucune conclusion définitive n'a encore été atteinte. Tandis que vous vous enfoncez dans un état de relaxation plus profond, laissez ces mystères flotter doucement dans votre esprit. La science n'a pas toutes les réponses, mais c'est précisément ce qui la rend si excitante. Chaque question résolue ouvre la porte à de nouvelles questions encore plus profondes. Chaque mystère élucidé révèle des mystères encore plus grands cachés derrière. Parlons maintenant de ce qui se passe concrètement dans les laboratoires du monde entier. Car le moteur d'Alcubierre n'est plus seulement une curiosité théorique discutée dans les pages des revues scientifiques. Des équipes de recherche sérieuses, financées par des organisations prestigieuses, travaillent activement à comprendre et peut-être un jour à construire cette technologie. Le laboratoire EagleWorks de la NASA, dirigé par le docteur Harold White, a été l'un des pionniers de cette recherche pratique. Leur projet le plus ambitieux est l'interféromètre de champ de distorsion White-Juday, un appareil conçu pour détecter des distorsions microscopiques de l'espace-temps. L'idée est que si nous pouvons détecter de telles distorsions, nous pourrions un jour apprendre à les créer et à les contrôler. L'interféromètre utilise un laser hélium-néon pour mesurer des changements infimes dans les distances. En théorie, si un champ de distorsion, même infinitésimal, était créé dans l'appareil, il modifierait légèrement le chemin optique du laser et cette modification serait détectable. Et que les expériences sont encore en cours, et bien que des résultats définitifs n'aient pas encore été annoncés, le simple fait que la NASA investisse dans cette recherche témoigne du sérieux avec lequel la communauté scientifique prend le concept. En dehors de la NASA, l'organisation Applied Physics a pris un rôle de leader dans la recherche sur les moteurs à distorsion. Leur laboratoire de propulsion avancée est à la pointe de la modélisation théorique des bulles de distorsion. Ils ont développé un outil logiciel open source appelé Warp Factory, une boîte à outils numérique permettant d'analyser et de visualiser les espaces-temps de type distorsion. Warp Factory permet aux chercheurs d'explorer les équations du champ d'Einstein
d'évaluer les conditions énergétiques et de calculer les scalaires métriques pour diverses configurations de bulles de distorsion. Il comprend également des outils de visualisation en 2 et 3 dimensions pour afficher les métriques de l'espace-temps et leur tenseur énergie-impulsion associé. C'est un pas important vers la démocratisation de cette recherche, permettant à des scientifiques du monde entier de contribuer à l'avancement de la compréhension. En 2024, Applied Physics a publié un article décrivant ce qu'ils appellent le moteur à distorsion subluminique à vitesse constante. C'est un concept fascinant qui, bien qu'il ne permette pas le voyage supraluminique, représente une étape intermédiaire importante. Ce moteur utiliserait uniquement de la matière ordinaire, sans énergie négative, Pour créer une bulle de distorsion capable de propulser un objet à des vitesses constantes élevées, bien qu'en dessous de la vitesse de la lumière. Vous pourriez vous demander, quel est l'intérêt d'un moteur à distorsion qui ne peut pas dépasser la lumière? La réponse est que même un tel moteur serait révolutionnaire. Il permettrait une propulsion sans propulseur, un mouvement à travers l'espace sans éjecter de masse. Les passagers ne ressentiraient aucune accélération. Et surtout, il prouverait que la manipulation de l'espace-temps à des fins de propulsion est physiquement réalisable, ouvrant la voie à des versions plus avancées qui pourraient un jour atteindre et dépasser la vitesse de la lumière. Des universités du monde entier contribuent également à cette recherche. L'Université d'Alabama à Huntsville a mené des travaux importants sur les solutions de distorsion physiquement réalisables. Des équipes en Europe, en Asie et en Amérique du Sud explorent différents aspects du problème. C'est véritablement un effort mondial, une quête collective de l'humanité pour atteindre les étoiles. Et le financement suit. Des organisations privées, des milliardaires passionnés d'espace, des agences gouvernementales, tous commencent à voir le potentiel de cette recherche. Applied Physics a lancé un programme de subvention appelé Warp Fund, offrant 500 000 $ en subvention de première phase pour soutenir la recherche fondamentale sur les bulles de distorsion. C'est un signe que cette technologie n'est plus considérée comme de la pure science-fiction, mais comme un domaine d'investissement légitime pour l'avenir. Bien sûr, il est important de garder les pieds sur terre, même quand on parle de voyage vers les étoiles. Les défis restent immenses. Nous ne savons toujours pas comment produire de l'énergie négative en quantité significative, si tant est que cela soit possible. Nous ne savons pas comment manipuler l'espace-temps à l'échelle nécessaire. Nous ne comprenons pas entièrement les implications causales et temporelles de ce type de voyage. Les estimations les plus optimistes suggèrent que nous pourrions avoir une démonstration de principe, une minuscule distorsion de l'espace-temps mesurable en laboratoire dans quelques décennies. Les estimations plus conservatrices placent la construction d'un véritable moteur à distorsion dans plusieurs siècles, voire jamais. La vérité est que personne ne sait vraiment. Nous explorons un territoire totalement nouveau, guidé uniquement par les équations de la relativité et notre désir de rejoindre les étoiles. Laissez cette incertitude vous bercer plutôt que vous inquiéter. L'histoire des sciences est remplie d'exemples de choses considérées comme impossibles qui sont devenues réalité. Le vol humain était considéré comme une fantaisie impossible, jusqu'à ce que les frères Wright prouvent le contraire. Les voyages dans l'espace étaient de la pure science-fiction, jusqu'à ce que Gagarine orbite la Terre.
la fission nucléaire était considérée comme impraticable jusqu'à ce que Fermi construise le premier réacteur. Peut-être que le moteur d'Alcubierre suivra le même chemin. Peut-être qu'un jour, à que des générations futures regarderont en arrière et riront de notre incertitude actuelle, tout comme nous sourions de ceux qui pensaient que les humains ne pourraient jamais voler. Ou peut-être que des obstacles fondamentaux se révéleront insurmontables et que nous devrons trouver d'autres moyens d'atteindre les étoiles. Dans les deux cas, la recherche elle-même nous apprend des choses précieuses sur la nature de l'univers, sur les limites de ce qui est possible, sur notre place dans le cosmos. Avant de poursuivre notre voyage nocturne, prenons un moment pour explorer les alternatives au moteur d'Alcubierre. Car même si cette technologie reste hors de portée, d'autres concepts de voyage supraluminique ont été proposés, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Le plus célèbre de ces concepts est le trou de verre, également connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen. Un trou de verre est essentiellement un raccourci à travers l'espace-temps, un tunnel reliant deux points éloignés de l'univers. Si vous pouviez créer un trou de verre entre la Terre et Alpha Centauri, vous pourriez théoriquement voyager d'un point à l'autre instantanément, en passant simplement à travers le tunnel plutôt qu'en parcourant la vaste distance qui les sépare normalement. Les trous de verre sont des solutions mathématiquement valides aux équations d'Einstein, tout comme le moteur d'Alcubierre. Ils ont été proposés pour la première fois par Einstein lui-même en collaboration avec Nathan Rosen en 1935. Cependant, les trous de verre présentent leurs propres défis redoutables. Premièrement, comme le moteur d'Alcubierre, il nécessite de l'énergie négative pour rester ouvert et stable. Sans cette énergie exotique, un trou de verre se refermerait instantanément, écrasant tout ce qui tenterait de le traverser. De plus, nous ne savons pas comment créer un trou de verre. Si des trous de verre existent naturellement dans l'univers, nous n'en avons jamais détecté. Et même si nous pouvions en créer un, nous aurions besoin de transporter une de ses extrémités jusqu'à notre destination par des moyens conventionnels avant de pouvoir l'utiliser comme raccourci. Un autre concept intéressant est le tube de Krasnikov, proposé par le physicien russe Sergueï Krasnikov en 1995. L'idée est de créer une sorte d'autoroute à travers l'espace-temps. En voyageant vers une destination par des moyens conventionnels, vous laisseriez derrière vous un tube de distorsion de l'espace-temps. Une fois le tube établi, vous pourriez revenir par ce tube beaucoup plus rapidement que vous n'êtes allé, et d'autres pourraient l'utiliser pour voyager dans les deux sens. Le problème avec le tube de Krasnikov est qu'il nécessite encore un voyage initial à vitesse conventionnelle pour établir le tube. Si vous voulez visiter une étoile à 100 années-lumière, il vous faudra d'abord y voyager pendant des siècles par des moyens traditionnels avant de pouvoir utiliser le tube pour des voyages rapides. C'est utile pour établir une civilisation interstellaire à long terme, mais pas pour les explorateurs impatients. La téléportation quantique est souvent mentionnée dans les discussions sur le voyage supraluminique, mais elle mérite une clarification. C'est que la téléportation quantique permet effectivement de transférer l'état quantique d'une particule à une autre particule éloignée instantanément. Cependant, ce transfert ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière. La téléportation quantique nécessite
un canal de communication classique pour être complète, un canal qui est limité par la vitesse de la lumière. Donc, malheureusement, la téléportation quantique ne nous permettra pas de voyager ou même de communiquer instantanément à travers les étoiles. Parmi toutes ces alternatives, le moteur d'Alcubierre reste le concept le plus prometteur pour plusieurs raisons. Contrairement aux trous de verre, il ne nécessite pas de créer des structures topologiques exotiques dans l'espace-temps. Contrairement au tube de Krasnikov, il permettrait des voyages aller-retour rapides dès la première utilisation. Et les récentes avancées suggèrent qu'il pourrait être réalisable sans énergie négative, ce qui le distingue de pratiquement toutes les autres propositions de voyage supraluminique. C'est pourquoi tant de chercheurs se concentrent sur le moteur d'Alcubierre. C'est notre meilleure piste actuelle vers les étoiles, notre meilleur espoir de transformer le rêve interstellaire en réalité. À mesure que la nuit s'approfondit et que votre corps se détend davantage, permettez-moi de vous peindre une vision de l'avenir. Un avenir où le moteur d'Alcubierre ou une technologie similaire serait devenue réalité. Que signifierait cela pour l'humanité? Comment notre civilisation serait-elle transformée? Imaginez un monde où Alpha Centauri n'est pas à 4 années-lumière de distance, mais à quelques semaines de voyage. Où les systèmes stellaires voisins, avec leurs dizaines de planètes potentiellement habitables, sont aussi accessibles que les continents de la Terre l'étaient pour les explorateurs du passé. Où l'humanité n'est plus confinée sur une seule planète fragile, mais s'étend à travers les étoiles, diverses et résilientes. Les implications sont vertigineuses. Nous pourrions établir des colonies sur des mondes autour d'autres soleils, des mondes avec des océans d'eau liquide, des atmosphères respirables, des écosystèmes extraterrestres. L'humanité deviendrait véritablement une espèce interstellaire à l'abri des catastrophes qui pourraient frapper un seul monde, un astéroïde géant, une éruption volcanique cataclysmique et un changement climatique irréversible. Même ces menaces existentielles ne pourraient plus éteindre la flamme de l'humanité si cette flamme brûlait sur 1000 mondes différents. Mais ce n'est pas seulement une question de survie. C'est aussi une question de découverte, d'émerveillement, d'expansion des horizons de notre connaissance. Chaque nouveau système stellaire visité serait un trésor de découvertes scientifiques. De nouvelles formes de vie, peut-être. De nouvelles planètes aux géologies et aux atmosphères inédites. De nouvelles questions à poser, de nouveaux mystères à résoudre. Et puis, il y a la question qui hante l'humanité depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles. Sommes-nous seuls? Le paradoxe de Fermi pose la question troublante de pourquoi, si l'univers est si vaste et si vieux, nous n'avons jamais détecté de signes d'intelligence extraterrestre. Une des explications possibles est que le voyage interstellaire est tout simplement trop difficile, que les civilisations restent confinées à leur système solaire d'origine. Mais si nous développons le moteur d'Alcubierre, cela change tout. Si nous pouvons le faire, d'autres civilisations le peuvent aussi. Et si c'est le cas, où sont-elles? Peut-être que le jour où nous activerons notre premier moteur à distorsion sera aussi le jour où nous recevrons notre premier visiteur venu des étoiles. Peut-être que le cosmos attend que nous atteignions ce seuil technologique avant de nous accueillir dans une communauté galactique plus vaste. Ou peut-être que nous sommes vraiment seuls, les premiers dans cette partie de la galaxie à atteindre ce niveau de développement. Et dans ce cas, la responsabilité qui repose sur nos épaules est immense. Nous serions les pionniers,
les premiers à porter la flamme de la conscience à travers les étoiles. Chaque monde que nous coloniserions serait un nouveau foyer pour la vie intelligente, un nouveau point de lumière dans le vide cosmique. La perspective de devenir une civilisation interstellaire transformerait également notre société de manière profonde et imprévisible. Les frontières nationales, si importantes dans notre monde actuel, sembleraient insignifiantes face à la vastitude de l'espace. Les conflits pour les ressources terrestres perdraient leur urgence quand des ressources quasi infinies attendraient dans les astéroïdes et les planètes d'autres systèmes stellaires. Notre perspective sur nous-mêmes, notre place dans l'univers, à que notre relation avec notre planète natale, tout serait transformé. Les astronautes qui ont vu la Terre depuis l'espace décrivent souvent ce qu'on appelle l'effet de vue d'ensemble, une transformation cognitive profonde provoquée par la vision de notre planète, comme un petit point bleu fragile flottant dans le vide. Imaginez cet effet multiplié par 1000, par 1 million. Imaginez des générations entières grandissant parmi les étoiles, considérant la galaxie comme leur foyer, la Terre comme un lieu d'origine vénéré, mais lointain. Et au niveau individuel, comment serait la vie dans une civilisation à moteur de distorsion? Vous pourriez partir en vacances sur une lune de Jupiter et revenir le week-end suivant. Vous pourriez avoir des amis et de la famille sur différentes planètes et les voir régulièrement. La solitude cosmique qui caractérise notre existence actuelle, coincée sur une île rocheuse dans un océan de vide, serait remplacée par une connectivité interstellaire, un réseau de mondes liés par des routes de distorsion. Bien sûr, ces rêves sont encore lointains. Nous n'en sommes qu'au tout début de cette quête, faisant nos premiers pas hésitants vers la compréhension de la physique qui pourrait un jour rendre tout cela possible. Mais n'est-ce pas merveilleux de pouvoir rêver? N'est-ce pas extraordinaire que la science nous permette au moins d'entrevoir ces possibilités? L'histoire de l'humanité est une histoire de frontières repoussées, d'impossibles devenus possibles. Nos ancêtres ont quitté l'Afrique et peuplé le monde entier. Ils ont traversé des océans sur des embarcations fragiles et guidés par les étoiles et leur curiosité insatiable. Ils ont appris à voler, à quitter l'atmosphère, à poser le pied sur la Lune. À chaque étape, des voix sceptiques ont dit que c'était impossible, impraticable, inutile. Et à chaque étape, l'humanité a prouvé que ces voix avaient tort. Le moteur d'Alcubierre représente la prochaine frontière, peut-être la plus grande frontière de toutes. Il ne s'agit plus seulement de quitter un continent pour un autre, ou même de quitter une planète pour une autre. Il s'agit de quitter notre système solaire, notre voisinage cosmique, et de rejoindre la vaste communauté des étoiles. C'est un défi d'une ampleur sans précédent, mais aussi une opportunité d'une magnificence sans précédent. Alors que vous glissez vers le sommeil, laissez ces visions futures vous accompagner. Rêvez de vaisseaux glissant entre les étoiles, de mondes nouveaux attendant d'être découverts, d'une humanité libre de toute contrainte gravitationnelle. Rêvez de la première fois qu'un être humain regardera le coucher du soleil sur une planète orbitant autour d'une autre étoile. Rêvez du jour où nous ne serons plus seuls dans l'univers, que ce soit parce que nous aurons rencontré d'autres intelligences ou parce que nous aurons semé la vie humaine à travers la galaxie. Ces rêves peuvent sembler fantaisistes, mais rappelez-vous, toute réalité a d'abord été un rêve. Le moteur d'Alcubierre lui-même est né d'un physicien qui regardait Star Trek et se demandait
si la fiction pouvait devenir réalité. Vos rêves, mes rêves, les rêves de millions de personnes qui lèvent les yeux vers le ciel nocturne, ils ont un pouvoir. Ils inspirent, ils motivent, ils guident la recherche et l'innovation. Continuons notre voyage méditatif à travers les implications philosophiques de ce que nous avons exploré. Car le moteur d'Alcubierre n'est pas seulement un problème de physique et d'ingénierie. Il touche à des questions fondamentales sur la nature de la réalité, sur notre place dans le cosmos, sur le sens de notre existence. Quand Einstein a développé la relativité générale, il ne cherchait pas à inventer un moyen de voyager plus vite que la lumière. Il cherchait à comprendre la nature de la gravité, à réconcilier les incohérences entre la physique newtonienne et son propre travail sur la relativité restreinte. Les équations qu'il a découvertes décrivent comment la matière et l'énergie courbent l'espace-temps, créant ce que nous percevons comme la gravité. Mais ces mêmes équations, ces descriptions purement mathématiques de la géométrie de l'univers, contiennent en leur sein des possibilités qu'Einstein lui-même n'avait probablement pas imaginées. Les trous noirs, les ondes gravitationnelles, le moteur d'Alcubierre, tous ces concepts émergent naturellement des équations de la relativité générale. C'est comme si les mathématiques connaissaient des secrets sur l'univers que nous n'avons fait que commencer à découvrir. Cette réflexion soulève une question philosophique profonde. Pourquoi les mathématiques sont-elles si efficaces pour décrire la réalité ? Pourquoi des équations griffonnées sur un tableau noir peuvent-elles prédire avec une précision stupéfiante le comportement de l'univers, des quarks aux galaxies ? C'est ce que le physicien Eugene Wigner a appelé l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Et c'est un mystère qui hante les philosophes des sciences depuis des siècles. D'une certaine manière, le moteur d'Alcubierre est un test de cette efficacité. Les équations d'Einstein permettent cette solution. Si l'univers suit vraiment ces équations, alors le moteur d'Alcubierre devrait être physiquement possible, au moins en principe. Si nous découvrons un jour qu'il est fondamentalement impossible, cela nous apprendrait quelque chose de profond sur les limites de notre description mathématique de la réalité. Mais au-delà des questions physiques et mathématiques, le moteur d'Alcubierre nous invite à réfléchir sur nous-mêmes. Qui sommes-nous, nous les humains, pour rêver de voyager vers les étoiles ? Pourquoi cette obsession pour l'au-delà, pour les horizons lointains, pour les territoires inexplorés ? La réponse peut-être réside dans notre nature même. Nous sommes les descendants d'explorateurs, de ceux qui ont quitté la sécurité de leur foyer pour s'aventurer dans l'inconnu. Cette impulsion est gravée dans notre ADN, hérité de générations d'ancêtres qui ont survécu précisément parce qu'ils étaient curieux, audacieux, prêts à prendre des risques pour découvrir de nouveaux territoires. Et maintenant, cette même impulsion nous pousse vers les étoiles. Les frontières terrestres sont largement explorées, cartographiées, conquises. L'océan et l'atmosphère sont devenus des environnements familiers. Même la Lune porte l'empreinte de nos pas. Mais les étoiles restent hors de portée, un défi suprême qui attend d'être relevé. Le moteur d'Alcubierre représente notre tentative la plus ambitieuse de répondre à ce défi. Ce n'est pas seulement une technologie. C'est une déclaration d'intention. Nous, l'humanité, refusons d'accepter que les étoiles nous soient interdites. Nous cherchons, nous explorons, nous innovons, parce que c'est ce que nous sommes. Des êtres qui rêvent et qui travaillent pour transformer leurs rêves en réalité.
Et si nous réussissons? Si un jour, dans un siècle ou dans 1000 ans, un vaisseau humain active son moteur à distorsion et glisse vers les étoiles, ce moment sera le couronnement de millénaires d'efforts, de curiosité, de persévérance. Ce sera la preuve que rien n'est impossible pour une espèce qui refuse d'abandonner ses rêves. Mais même si nous échouons, même si le moteur d'Alcubierre s'avère irréalisable, même si nous découvrons que l'univers a vraiment placé une barrière infranchissable entre nous et les étoiles, l'effort n'aura pas été vain. Car dans cette quête, Nous apprenons, nous découvrons de nouvelles physiques, de nouvelles mathématiques, de nouvelles façons de comprendre l'univers. Chaque échec nous rapproche de la vérité, même si cette vérité n'est pas celle que nous espérions. C'est la beauté de la science. Elle nous récompense pour notre curiosité, que nous trouvions ce que nous cherchons ou non. Le voyage lui-même a une valeur, indépendamment de la destination. Et quel voyage extraordinaire celui-ci a été, de la première intuition d'Einstein sur la relativité au calcul d'Alcubierre, en passant par les expériences de laboratoire d'aujourd'hui. Un voyage de plus d'un siècle impliquant des milliers d'esprits brillants, tous unis par une même question. Pouvons-nous atteindre les étoiles? Permettez-moi maintenant de vous guider vers une contemplation plus méditative, plus apaisante, alors que votre esprit se prépare au repos. Fermez les yeux si vous ne l'avez pas déjà fait. Respirez lentement, profondément. Sentez votre corps s'enfoncer dans le confort qui vous entoure. Imaginez que vous êtes à bord d'un vaisseau spatial équipé d'un moteur d'Alcubierre. Vous êtes confortablement installé dans votre cabine, regardant par un large hublot. Dehors, l'espace est d'un noir profond, parsemé de points lumineux, ces étoiles qui ont hanté l'humanité depuis l'aube de notre conscience. Le capitaine annonce que le moteur va s'activer. Vous ne ressentez rien, pas la moindre vibration, pas la moindre accélération. Vous êtes en parfaite apesanteur, flottant doucement dans votre cabine. Mais dehors, par le hublot, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les étoiles commencent à s'étirer, et à se transformer en longues traînées de lumière. Elles semblent se déplacer autour de vous, convergeant vers un point devant le vaisseau, s'écartant vers un autre point derrière. C'est la distorsion de l'espace-temps en action, visible à l'œil nu. Devant vous, l'espace se compresse, rapprochant les étoiles lointaines. Derrière vous, il s'étire, éloignant celles que vous laissez derrière. Vous êtes immobile, parfaitement serein, pendant que l'univers glisse autour de vous. Les années-lumière passent comme des secondes. Des étoiles qui auraient nécessité des millénaires à atteindre par des moyens conventionnels défilent comme des paysages vus depuis un train à grande vitesse. Vous sirotez une tasse de café, vous lisez un livre, vous discutez avec vos compagnons de voyage, le tout pendant que vous traversez des distances cosmiques. Et puis, aussi doucement qu'il a commencé, le voyage s'achève. Les traînées de lumière se condensent à nouveau en points fixes. Devant vous, une nouvelle étoile brille, plus brillante que toutes les autres, car elle est maintenant proche. Autour d'elle, vous pouvez voir les orbites de planètes, de nouveaux mondes qui n'ont jamais été vus par des yeux humains. Vous êtes arrivé, laissez cette image vous bercer. Laissez le silence du cosmos vous envelopper comme une couverture douce. Les étoiles sont là, patientes, éternelles, attendant notre visite. Et un jour, peut-être, nous répondrons à leur appel. Peut-être pas de notre vivant, mais un jour. Les rêves des générations passent aux générations suivantes, grandissant, s'enrichissant,
jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Ce soir, en vous endormant, vous faites partie de cette grande chaîne de rêveurs. Votre fascination pour l'espace, votre curiosité pour le moteur d'Alcubierre, votre désir de comprendre l'univers, tout cela contribue à une aspiration collective qui transcende les individus et les générations. Vous êtes un maillon dans une chaîne qui commence avec nos ancêtres regardant le ciel nocturne depuis les savanes africaines et qui se poursuit vers un avenir que nous ne pouvons qu'imaginer. Avant de conclure notre voyage nocturne ensemble, rappelons-nous les points essentiels de ce que nous avons exploré. Nous avons commencé par le défi, apparemment insurmontable, du voyage interstellaire, les distances colossales qui séparent les étoiles et la limite de vitesse cosmique imposée par la relativité d'Einstein. Nous avons vu comment cette limite semblait condamner l'humanité à rester prisonnière de son système solaire. Et puis, nous avons découvert la faille dans cette prison. Einstein lui-même, à travers sa théorie de la relativité générale, avait révélé que l'espace-temps n'est pas un décor fixe et immuable, mais un tissu dynamique qui peut être étiré, compressé et déformé. Et cruciale différence, l'espace lui-même n'a pas de limite de vitesse. Miguel Alcubierre a exploité cette faille en 1994, proposant un concept de bulle de distorsion qui permettrait à un vaisseau de voyager effectivement plus vite que la lumière, sans jamais violer les lois de la physique locale. Le vaisseau reste immobile dans sa bulle pendant que la bulle elle-même glisse à travers l'univers, portée par la contraction de l'espace devant elle et son expansion derrière. Et nous avons exploré les défis initiaux de ce concept, en particulier l'énorme quantité d'énergie négative requise, une forme d'énergie que nous ne savons pas produire et qui pourrait ne pas exister de la manière dont nous en aurions besoin. Mais nous avons aussi vu comment des décennies de recherche ont progressivement réduit ces exigences, comment de nouvelles solutions ne nécessitant que de l'énergie positive ont été proposées, et comment des organisations sérieuses investissent maintenant dans cette recherche. Nous avons considéré les problèmes non résolus, le problème de l'horizon qui empêche les passagers de contrôler la bulle de l'intérieur, l'accumulation dangereuse de particules sur la paroi avant de la bulle, les questions troublantes de causalité et de paradoxe temporel. Ce sont des défis réels qui nécessitent des solutions. Mais ils ne sont pas nécessairement insurmontables. Nous avons comparé le moteur d'Alcubierre à d'autres concepts de voyage supraluminique comme les trous de verre et les tubes de Krasnikov, et nous avons vu pourquoi il reste le candidat le plus prometteur pour un jour permettre le voyage interstellaire. Et finalement, nous avons rêvé ensemble de ce que signifierait pour l'humanité de maîtriser cette technologie. Une civilisation étendue à travers les étoiles, libre des contraintes d'une seule planète, explorant des mondes nouveaux et peut-être rencontrant d'autres intelligences dans la vaste communauté cosmique. Ce voyage que nous avons fait ensemble ce soir n'est qu'un petit reflet du grand voyage de la science elle-même. Un voyage qui commence par la curiosité, qui se poursuit par le questionnement et l'expérimentation, et qui nous mène vers des vérités que nous n'aurions jamais pu imaginer. Le moteur d'Alcubierre est peut-être notre billet vers les étoiles, ou peut-être simplement une étape sur le chemin vers une compréhension plus profonde de l'univers. Dans les deux cas, la quête en vaut la peine. Si vous avez apprécié ce voyage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer
aucune de nos explorations futures. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous aimeriez explorer ensuite. Quel système stellaire visiteriez-vous en premier si vous aviez un vaisseau à moteur d'Alcubierre? Proxima Centauri et ses planètes potentiellement habitables? Le système Trappiste 1 avec ses 7 mondes de taille terrestre? Ou peut-être une destination plus lointaine, au cœur de notre galaxie, ou même au-delà? Et maintenant, alors que cette histoire touche à sa fin, laissez-vous dériver vers le sommeil. Les étoiles veillent sur vous, comme elles ont veillé sur tous nos ancêtres depuis la nuit des temps. Elles seront encore là demain et le jour d'après, et pendant des milliards d'années à venir. Elles attendent patiemment que nous les rejoignions. Peut-être que dans vos rêves, cette nuit, vous voyagerez vers ces étoiles. Peut-être que vous marcherez sur une planète autour d'un soleil lointain, sentant un sol étranger sous vos pieds, respirant un air qui n'a jamais rempli de poumons humains auparavant. Peut-être que vous verrez des merveilles que nous ne pouvons pas encore imaginer, des paysages et des formes de vie qui dépassent notre conception actuelle de ce qui est possible. Car c'est là le pouvoir des rêves. Dès qu'ils nous transportent au-delà des limites du possible, au-delà des contraintes de la physique et de la technologie, vers des royaumes où tout est permis. Et parfois, si nous sommes assez chanceux et assez déterminés, ces rêves deviennent réalité. L'univers est vaste, mystérieux et magnifique. Il contient plus de merveilles que nous ne pourrons jamais compter, plus de secrets que nous ne pourrons jamais percer. Mais c'est précisément cette immensité qui nous appelle, cette infinité qui stimule notre curiosité et notre imagination. Nous sommes de la poussière d'étoiles devenues conscientes, des arrangements de matière qui ont appris à se poser des questions sur l'univers qui les a créés. C'est un miracle en soi, une merveille qui dépasse tout ce que nous pourrions construire ou découvrir. Et cette merveille nous pousse toujours plus loin, toujours plus haut, vers les étoiles d'où nous venons. Dormez bien, voyageurs des étoiles. Que vos rêves vous portent vers des galaxies lointaines, vers des mondes inconnus, vers un avenir où l'humanité s'étend à travers le cosmos comme une vague de lumière et de conscience. Et quand vous vous réveillerez, souvenez-vous que ce futur n'est pas seulement un rêve. C'est un but vers lequel nous travaillons, une destination vers laquelle nous voyageons, lentement mais sûrement, un pas de découverte à la fois. Les étoiles nous attendent. Un jour, nous irons les rejoindre. Respirez profondément une dernière fois. Sentez votre corps complètement détendu, votre esprit apaisé. Les mystères de l'univers peuvent attendre demain. Pour l'instant, reposez-vous, rechargez-vous, rêvez. L'espace est patient. Il sera encore là quand vous vous réveillerez, rempli de promesses et de possibilités. Et quelque part, dans un laboratoire ou une université, des scientifiques travaillent en ce moment même pour rapprocher le rêve du moteur d'Alcubierre de la réalité. Pendant que vous dormez, la quête continue. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, souvenez-vous de ce que vous avez appris ce soir. Ces points de lumière ne sont pas des bijoux inaccessibles suspendus dans le vide. Ce sont des destinations potentielles, des ports d'escale dans le grand voyage de l'humanité. Ils sont loin, incroyablement loin, mais peut-être pas pour toujours. Un jour, les distances qui nous semblent aujourd'hui infranchissables ne seront que des étapes routinières sur des cartes stellaires. Des noms comme Proxima Centauri, Tau Ceti, Gliese 667c
ne seront plus des abstractions astronomiques, mais des lieux réels où vivent et travaillent des êtres humains. Ce jour peut sembler lointain, improbable, presque fantaisiste. Mais il y a un siècle, le vol humain semblait tout aussi improbable. Il y a 2 siècles, l'idée de communiquer instantanément à travers les continents relevait de la magie. L'histoire nous enseigne l'humilité face aux affirmations d'impossibilité. Ce que nous considérons comme les limites absolues de la physique et de la technologie ne sont souvent que les limites de notre compréhension actuelle. Le moteur d'Alcubierre représente une de ces frontières. Un mur qui semble infranchissable, mais qui pourrait n'être qu'une porte que nous n'avons pas encore appris à ouvrir. Alors dormez avec cette pensée réconfortante. L'avenir est ouvert. Rempli de possibilités que nous commençons à peine à entrevoir. L'univers nous a donné les lois de la physique qui rendent le voyage interstellaire concevable. Il nous a donné des cerveaux capables de comprendre ces lois et d'imaginer comment les exploiter. Il nous a donné la curiosité et le désir de nous élever au-delà de nos origines terrestres. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de ne jamais cesser de rêver, de chercher et de nous battre pour ces rêves. Le moteur d'Alcubierre existe déjà dans les équations, dans les simulations informatiques, dans les imaginations des physiciens et des rêveurs du monde entier. Un jour peut-être, il existera aussi dans l'acier et la lumière d'un véritable vaisseau spatial, prêt à nous emporter vers les étoiles. En attendant ce jour, nous continuons le voyage de la découverte. Chaque expérience, chaque calcul, chaque avancée théorique nous rapproche un peu plus de cet objectif ultime. Et même si nous n'y parvenons jamais, le voyage lui-même aura valu la peine. Car dans cette quête, nous apprenons qui nous sommes vraiment, une espèce qui refuse de se contenter de ce qu'elle a, qui aspire toujours à plus, qui regarde toujours vers les horizons lointains avec émerveillement et détermination. Vous êtes maintenant très détendu, proche du sommeil. Les concepts de distorsion spatiale, d'énergie négative, de bulles de distorsion, tout cela peut sembler lointain et abstrait. Mais au fond, ce n'est que l'expression mathématique d'un désir très humain, très simple. Le désir de voir ce qui se trouve de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté du vide cosmique. Ce désir vous habite aussi, et sinon vous ne seriez pas resté jusqu'ici dans ce voyage. Il y a quelque chose en vous qui répond à l'appel des étoiles, qui se sent attiré par l'infini, qui veut savoir ce qui existe au-delà de ce que nous pouvons voir. C'est un don précieux, cette curiosité. Chérissez-la, nourrissez-la. Elle est le moteur qui propulse l'humanité vers l'avant. Et maintenant, laissez cette curiosité se reposer pour la nuit. Elle sera là demain, prête à vous guider vers de nouvelles découvertes, de nouvelles questions, de nouvelles merveilles. Pour l'instant, savourez simplement la paix du moment, le confort de votre repos, la satisfaction d'avoir exploré ensemble les mystères de l'espace-temps et du voyage interstellaire. Le cosmos est vaste et silencieux autour de nous, mais il n'est pas vide. Il est rempli de potentiel, de possibilités, de promesses. Chaque étoile est un soleil avec peut-être des planètes, peut-être des mondes, peut-être des futurs que nous ne pouvons pas encore imaginer. Et quelque part, là-dedans, il y a peut-être une place pour nous, une destination qui nous attend, un foyer parmi les étoiles. Le moteur d'Alcubierre est notre meilleur espoir actuel pour atteindre cette destination.
Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une promesse, mais c'est une possibilité. Et dans un univers aussi vaste et mystérieux que le nôtre, les possibilités valent la peine d'être poursuivies, même les plus audacieuses, même les plus folles. Bonne nuit, explorateurs des étoiles. Puissent vos rêves être remplis de galaxies lointaines, de vaisseaux glissant sur les vagues de l'espace-temps, de mondes nouveaux baignés dans la lumière de soleils étrangers. Et quand vous vous réveillerez, souvenez-vous que ces rêves ne sont pas des fantaisies vaines. Ce sont des aperçus d'un avenir possible, des échos d'une destinée qui attend peut-être l'humanité parmi les étoiles. Le voyage continue. Les étoiles nous attendent. End.